Alors, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être venus à la troisième conversation du cycle des conversations de l'exposition Business Model. À la vitrine AM, nous réfléchissons aux problématiques entre l'art et les marques. Et pour cette exposition, nous avons invité Isabelle de Maison Rouge à réfléchir. On lui a donné une carte blanche et elle a choisi de réfléchir au sujet des entreprises d'artistes. Et donc la conversation d'aujourd'hui va s'intituler « Quel contour pour l'entreprise artiste ?» et c'est Christophe Griot qui va en faire la modération. Merci Charlotte. Alors effectivement, après avoir exploré lors de nos précédentes sessions divers aspects de la relation entre l'art et l'économie, nous poursuivons ce soir notre cycle de conversation autour de l'exposition Business Model en nous focalisant aujourd'hui sur le cas de l'entreprise d'artiste. Intitulée « Quel contour pour l'entreprise d'artiste ?», notre rencontre va nous pousser à nous poser un certain nombre de questions. Alors d'abord, comment définir et délimiter le concept d'entreprise d'artiste ? Ensuite, nous nous demanderons notamment si ces entreprises d'artistes qui nous entourent ne sont pas liées à une certaine hégémonie de l'économique, voire à un nouvel esprit du capitalisme. Enfin, dans un dernier temps, nous nous interrogerons sur les nouvelles formes de collaboration induites par ces entreprises d'artistes. Et pour aborder tous ces thèmes, je vous présente nos invités, Isabelle de Maison Rouge, critique d'art, chercheuse et commissaire de l'exposition Business Model Entreprise d'artistes, Paul Ardenne, critique d'art et commissaire d'exposition, Marc-Olivier Valeur, directeur de la Chalet Society, et Benjamin Sabatier, artiste et fondateur d'Ibeka. Alors, on va commencer avec Isabelle, parce qu'elle est la commissaire de cette exposition. Vous êtes historienne de l'art, critique d'art, membre de l'AICA, et vous enseignez à la New York University. Vous êtes également rédactrice en chef d'une revue d'art en ligne, membre de l'équipe de recherche CNRS Art et Flux, et l'auteur de plusieurs ouvrages, alors je ne cite pas tout, mais l'art contemporain au-delà des idées reçues, Salut l'artiste et 10 clés pour s'ouvrir à l'art contemporain. Isabelle, vous êtes donc la commissaire de l'exposition Business Model, qui constitue le cadre de notre conversation sur l'entreprise d'artiste. Première question, comment la définir ? Alors effectivement, j'aimerais bien revenir peut-être sur la fameuse définition qu'on pourrait ramener autour de cette entreprise artiste. Et on peut dire qu'il n'y a pas de définition complètement arrêtée, mais que plusieurs contours vont permettre de définir cette entreprise artiste. Donc d'abord, le premier contour, il est avant tout historique. On peut dire qu'on peut remonter à Courbet qui disait que les gens qui le soutenaient étaient ses actionnaires. Donc on était déjà dans la droite ligne de la référence de l'artiste avec l'économie. Et puis, bien entendu, Marcel Duchamp, dont nous avons une pièce maîtresse dans l'exposition et qui relève complètement de cette notion-là. Et puis ensuite, tous les artistes qui vont apparaître à partir des années 60, 70, 80, 90. Donc on va voir quantité d'artistes qui vont au fur et à mesure clairsemer leurs réflexions autour de cette notion art et entreprise et comment se construire sous la forme d'une entreprise. Ensuite, il y a un contour qui est géographique, puisque on va voir que ce qui va dominer, c'est plutôt les États-Unis et l'Europe, et particulièrement la France. Et donc ça aussi, ça n'est pas complètement anodin, puisque tout à l'heure j'ai cité Courbet et Duchamp, qui sont quand même deux artistes français, et donc c'est relativement logique que sur la terre de France, on ait trouvé des gens pour continuer, pour poursuivre cette réflexion. On en retrouve aussi beaucoup en Europe du Nord, et puis donc aux États-Unis avec Ian Baxter qui dans les années 60-70 va vraiment être, je pense, un des pionniers à redémarrer cette réflexion autour de l'entreprise et de l'artiste qui vont fusionner et qui vont devenir une sorte d'être hybride qu'on va appeler donc entreprise-artiste. Et puis surtout, je pense que ce qui est intéressant, c'est de se concentrer sur des contours qui sont plus symboliques cette fois, et qui font introduire cette réflexion que l'économie et le juridique ont en fait envahi toutes les sphères de la vie contemporaine, et évidemment donc celle de l'art également. Et on s'aperçoit que certains nombres d'artistes vont occuper le terrain de la marque, du logo, du label, et notamment de l'entreprise et du marché, et que ces artistes-là vont parfois avoir leur signature qui va jouer comme un logo ou comme un label. Alors les entreprises artistes que moi j'ai choisi de montrer dans cette exposition et sur lesquelles nous allons revenir ce soir,
c'est plutôt des gens qui vont s'éloigner de cette orientation peut-être capitalistique, mais qui vont revenir sur le registre plutôt critique. Et Benjamin, qui est ici, a vraiment une démarche qui est tout à fait inscrite dans ce domaine-là. Ensuite, cette perspective critique, elle est aussi pour peut-être dénoncer une sorte de paradigme, une transformation du paradigme qui est une notion de financiarisation de l'art. Et ça, c'est quelque chose qui est assez fort à l'heure actuelle et que ces artistes vont non pas forcément dénoncer, mais mettre sur la sellette et en tout cas amener à s'interroger. Et puis, quand on parle d'entreprise artiste, on s'aperçoit qu'on a affaire à une personne hybride, dont je parlais tout à l'heure, qui est à la fois artiste et entrepreneur en même temps. Et c'est l'occasion aussi pour ces artistes de pouvoir se situer sur les deux champs, qui sont le champ à la fois artistique et en dehors de ce champ-là. Et donc, devenir artiste-entrepreneur, c'est avoir des outils qui vont permettre de comprendre le réel et pouvoir l'interroger et l'observer et peut-être aussi rentrer dans les rouages de l'économie et voir comment fonctionne une entreprise et peut-être aussi avoir cette orientation peut-être relativement critique et en tout cas apporter sa vision qui est une vision quand même la plupart du temps décalée. En tout cas, je pense que c'est le rôle de l'artiste dans la société, c'est de regarder cette société et de nous la montrer, de nous la donner à voir de manière un petit peu en retrait ou sur le côté et pour soulever toutes sortes de questions. Le rapport de l'artiste à l'entreprise, c'est une relation de proximité aussi. On a des artistes qui vont rentrer en résidence en entreprise. Par exemple, Damien Béguet derrière avec son entreprise Damien Béguet Microclimat et son installation de cendrier est quelqu'un qui s'infiltre complètement dans l'entreprise et qui va essayer d'en démonter peut-être un petit peu les rouages, voir comment ça fonctionne et s'occuper de toute la chaîne de production, comment on peut aller de A jusqu'à Z, et c'est quelque chose qui l'intéresse énormément. Donc on voit bien qu'il y a une réflexion qui est vraiment de l'ordre du symbolique et essayer de comprendre quel est le sens qui existe. Et ces artistes vont essayer de jeter des ponts entre deux mondes qui, a priori, ne sont pas forcément proches l'un de l'autre, qui est donc le monde de l'entreprise et le monde de l'artistique. Et en même temps, ces artistes vont essayer de désigner des processus, c'est-à-dire eux s'intéressent au mode de fonctionnement et au mode de production de l'art, mais ils vont regarder aussi comment ça fonctionne ailleurs, et notamment forcément dans le monde de l'entreprise. Et donc ça, c'est ce qui me semble le plus intéressant dans cette relation symbolique entre l'artiste et l'entreprise. Et puis, en même temps, ça va permettre à l'artiste de repositionner son statut, s'interroger lui-même sur son positionnement à l'intérieur de la sphère de l'art, de l'écosystème de l'art, et donc poser des questions qui touchent à l'économie et qui touchent à l'économie de l'artiste aussi. Et donc ça, c'est pour moi ce qui me semble peut-être une des caractéristiques de cette entreprise artiste. Donc voilà, j'ai répondu de manière un peu brève sur une forme d'introduction, mais je pense que ça peut ouvrir des questions que vous allez nous amener. Oui, moi j'en aurais peut-être une pour avancer un petit peu. On voit bien cette dimension critique des entreprises d'artistes. Entreprises artistes, on verra qu'il y a peut-être une typologie à imaginer. Mais qu'en est-il de la viabilité économique de ces projets? Ça, c'est une vraie question, c'est peut-être une des limites de ce système. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça marche dans certains cas? On va en avoir un bon exemple avec Benjamin, je pense. Hein. Tu pourras nous donner ton exemple qui est assez pertinent dans le domaine, puisque les prix de ces kits ont augmenté à travers le temps, et donc là c'est une vraie référence sur le plan économique. Et puis on en verra d'autres exemples, peut-être. Il y a Yann Thomas qui vient d'arriver, donc il y a d'autres, il y a Sarah Rosen qui est là aussi, donc vous avez d'autres artistes qui sont présents dans l'exposition qui pourront nous donner leur point de vue. Alors parfois c'est sur un registre fictionnel, imaginaire, et parfois au contraire ce sont des vraies problématiques
et il s'interroge sur des business models qui concernent un projet particulier et comment le financer, comment arriver à un stade de production, comment le présenter au public aussi. Donc effectivement, il y a quand même une viabilité, en tout cas, et c'est un vrai questionnement. Et je pense que pour beaucoup d'artistes, c'est aussi l'idée de chercher une autonomie par rapport au marché de l'art. S'éloigner peut-être de cette relation triangulaire qui existe entre l'artiste, le galeriste et le collectionneur, et trouver peut-être des chemins de traverse, des éléments, pas forcément des réponses définitives, mais peut-être oui, c'est ça, des réponses qui peuvent venir ponctuellement. Alors, on va tenter d'y voir un peu plus clair aussi avec Paul Ardenne. Vous êtes universitaire, spécialiste en histoire de l'art et l'esthétique à l'Université d'Amiens. Vous êtes également collaborateur régulier de revues, Art Press, Archistorm, auteur de plusieurs ouvrages relatifs à l'esthétique actuelle. Bon, je ne cite pas tout, mais Un art contextuel en 2002 ou Art le présent en 2009, et aussi de romans. On parlerait peut-être de la Halte, Nouvel Âge, Sans Visage. Et vous êtes par ailleurs commissaire d'exposition. Vous avez notamment été l'un des commissaires invités de l'exposition La Force de l'Art au Grand Palais en 2006, puis commissaire de beaucoup d'expos, Working Men à Genève en 2008, ailleurs, à Paris en 2011, et très récemment, Motopoétique au Musée d'Art Contemporain de Lyon. Alors pourquoi, du point de vue de l'histoire de l'art prise dans sa globalité, je crois que vous avez un champ, une vision très large, cette importance de l'entreprise d'artiste? Alors, merci, bonsoir, d'ailleurs, d'abord à tous. Alors, je voudrais insister sur les aspects extrêmement intéressants du positionnement que Isabelle vient de faire. Et bon, je pourrais le refaire, mais c'est pas utile. J'ai retrouvé dans ce que tu disais, finalement, les fondements, d'une certaine manière, de ce type d'attitude. Bon, il est certain qu'il y a une dimension de porte-à-faux, comme tu l'as dit, de divergence. Dans un monde où l'économie, à partir du 19e siècle, prend de plus en plus d'importance, où l'économie devient le symbolique, en quelque sorte, de la société, par rapport à d'autres valeurs, qui étaient les valeurs des sociétés théocratiques, par exemple, sociétés antidémocratiques, bon, le sacré, la transcendance, le sublime, par exemple, l'absolu, même le détachement à l'égard des choses matérielles, qui était une des grandes valeurs de l'aristocratie. Bon, les aristocrates, je rappelle, porter des gants, ils ne travaillaient pas, sauf peut-être parfois la diplomatie, la guerre, c'est un travail, et puis la finance de temps en temps. Il y avait un côté quand même comme ça. Bon. Il est clair qu'à partir du 19e siècle, en effet, tu as cité Courbet, on aurait même pu citer avant quelqu'un comme Rembrandt, donc bien avant Courbet, qui est un des premiers artistes à gérer vraiment son atelier comme, non pas comme une entreprise, parce que tous les artistes le faisaient. Tous les artistes étaient des artisans, il faut bien le dire. Il faut vous rappeler qu'au Moyen-Âge, par exemple, au moment du Quattrocento, c'est-à-dire au moment où la demande somptuaire d'œuvres d'art devient très forte de la part du clergé et des princes laïcs, les œuvres d'art sont créées devant notaire. Elles sont elles font l'objet de très grandes précisions notariées sur la dimension, le coût exact, s'il y a ou non de l'or à l'intérieur. Donc cette dimension économique a toujours été éminente dans l'art, mais par exemple avec quelqu'un comme Rembrandt, dont à peu près 800 toiles sont sorties de l'atelier, ce qu'a très bien montré la chercheuse Svetlana Alpers, eh bien on a une logique vraiment déjà, une logique de production capitaliste, qui échouera d'ailleurs, puisque Rembrandt va échouer, tout Rembrandt qu'il soit. Quand on visite la maison qui est prétendument la sienne, vous avez sans doute vu à Amsterdam, cette très belle bâtisse, en fait c'est la première des deux qu'il a possédée, puisqu'il l'a perdue. Il a fait de mauvaises affaires. Voilà. Bon, même quelqu'un comme Vermeer a peint moins de 30 tableaux, et il a réussi à vivre avec ces 30 tableaux d'une manière finalement assez confortable. Bon, comme quoi... Bon, l'art et l'économie, ça a toujours fonctionné ensemble. Alors, ce qui change, en effet, et là, je ne vais pas redire tout ce que tu as dit, mais je vais prendre un axe complémentaire. L'artiste est quelqu'un qui n'est pas indifférent au monde de l'économie. D'abord parce que, bon, il vit dans un univers matériel, mais parce qu'il combat, d'une certaine manière, cet univers matériel avec des formes qui sont des formes immatérielles. Le plus souvent, en tout cas, ou des formes matérielles qui n'ont pas de vocation, a priori, à l'utilité. Une œuvre d'art n'a pas d'utilité. Et donc, par là même, le fait de s'intéresser au monde de la matière,
d'abord en représentant des choses du monde de la matière, des représentations de l'industrie, la représentation des machines. On voit ça au XIXe siècle. Bon, Turner, par exemple, déjà, c'est quelqu'un qui peut à la fois peindre des vallées embrumées en Écosse avec un vieux château en ruine, et puis une locomotive à vapeur qui surgit d'un pont, donc une vapeur vitesse, en 1844. Donc on mesure le choc, si vous voulez, que représente symboliquement l'irruption du machinisme, qui est l'enfant, évidemment, de la nouvelle société industrielle, qui elle-même repose sur une nouvelle capitalisation, un certain mode de financement. C'est la création des bourses, vous le savez, les bourses de valeur, au XVIIIe siècle, la bourse de Londres, c'est le début de la possibilité d'amasser des capitaux considérables dans les entreprises économiques. Alors, en effet, Duchamp, dont tu as parlé tout à l'heure, est sans doute le premier à avoir, d'une manière extraordinairement détournée, mais très intelligente et très à propos, montré que l'artiste aussi était un producteur économique. Et il l'a fait avec une œuvre en 1919, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le fameux, enfin je dis fameux, le chèque Tsang, qui est un chèque que Duchamp va reproduire de sa main avec une très grande précision, et dont le montant donc, correspond à l'argent qu'il doit à son dentiste, qui s'appelle Tsang, justement. Et donc ce chèque Tsang, d'une certaine manière, est une sorte de déclaration qui montre que l'artiste lui aussi est un producteur de monnaie. Mais la monnaie qu'il produit n'est pas forcément ce que Malraux appelait la monnaie de l'absolu. Ce n'est pas forcément une monnaie qui n'a de valeur que symbolique, elle peut aussi avoir une valeur matérielle. Et à partir de là, s'enchaînent différentes approches, justement, qui voient l'artiste se positionner comme un créateur de valeur contre les valeurs, mais dans le champ du matérialisme pur et dur. Je prends deux exemples, sans monopoliser la parole. Un, Yves Klein, par exemple. Yves Klein, en 1960, met au point cette œuvre curieuse qui s'appelle les zones de sensibilité picturale immatérielle. Bon, de quoi s'agit-il? Il s'agit donc d'un certificat, un papier, sur lequel Yves Klein vous déclare vous avoir vendu tant d'or, de points en or, et il signe et il vous remet ce document. Vous lui donnez de l'argent, qui correspond au poids d'or, il prend cet or et il le dilapide, il le jette dans la Seine. Voilà. Donc cet or retourne d'une certaine manière à l'univers qui n'est pas celui de la consommation, qui n'est pas celui du monde matérialiste, mais qui est un univers au fond naturel. C'est d'où il vient. Et puis, l'œuvre sans doute la plus forte, je crois, si on parle non pas en termes d'entreprise mais de valeur, c'est l'œuvre de Manzoni, c'est la Merda d'Artista de Piero Manzoni, donc de 1961, à peu près au même moment qu'Yves Klein d'ailleurs, c'est intéressant, un moment où les artistes sont à la fois attirés vers la transcendance et vers le matérialisme pur et dur. Ça c'est tout à fait Yves Klein. C'est d'un côté le corps, le judo, la violence physique, et puis le vide, le bleu, l'élévation spirituelle, le rose-croix, etc. Piero Manzoni, 95 boîtes de conserve, intitulées Merda d'Artista, contenant chacune 30 grammes d'excréments, ce qui n'est d'ailleurs pas vrai, parce que dans la plupart, il n'y a pas d'excréments, mais il y a une autre boîte dans laquelle parfois il n'y a rien, c'est un jeu comme ça, vendu au prix de l'or. C'est-à-dire que l'excrément est vendu au prix de l'or. Et très rapidement, le prix de ces boîtes dépasse le prix de l'or. Et aujourd'hui, évidemment, il est infiniment supérieur au prix de l'or. À ce point même que la plupart des gens qui possèdent ces boîtes, comme Bernard Basile, l'artiste, en avait fait l'étude très très sérieuse, il en reste je crois 87 aujourd'hui, donc dans le monde, et la quasi-totalité des propriétaires de ces boîtes ne veulent pas s'en débarrasser. Voilà, donc ils veulent garder la merde, en quelque sorte, de l'artiste, qui n'est pas forcément d'ailleurs la merde de l'artiste, puisqu'il y avait en plus un jeu avec la valeur. Tout ça pour dire quoi? Que, l'artiste n'est pas indifférent au monde dans lequel il vit. Deux, comme tu l'as très bien dit, dans un univers où l'économie constitue une sorte de fondamentum, c'est-à-dire une sorte de fondement de l'organisation de la vie concrète, l'artiste aussi est quelqu'un qui peut travailler avec l'économie. Et puis, le troisième point, je crois que le plus fort, c'est de montrer comment l'art lui-même peut être une autre économie, tout en appliquant les règles de l'économie réelle. Et ça, c'est pour moi la force de l'art, justement, c'est la puissance transformatrice de l'art. C'est-à-dire que, peu importe d'ailleurs que ça marche ou que ça ne marche pas, qu'il faille aider les artistes et subventionner ou pas, peu importe la manière dont ils fonctionnent économiquement. Mais ce qui est à noter ici, c'est que, d'une certaine manière, ils montrent qu'ils ont une capacité
à s'emparer des chaînes de l'économie et en faire une autre économie métamorphique, c'est-à-dire qui transforme le monde, donc en travaillant à partir de lui. Alors, dernier point sur lequel je dirais un mot, parce que moi-même je prépare une exposition à HEC avec Anne-Valérie Delval et donc Maxime Chevillat ici présent, qui s'appelle Économie humaine, pour la fin de l'année, pour le mois d'octobre-novembre. L'autre donnée, c'est l'humanisation de l'économie aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Voilà. On verra soit à travers les formes de travail, bon alors là je me tourne vers Benjamin, soit à travers les significations données au travail. Alors là, on a un grand nombre d'exemples ici. Humaniser l'économie, en se la réapproprier. Voilà, j'étais un peu long. Très bien. Non, c'était très intéressant d'avoir ce panorama de Vermeer, Rembrandt, jusqu'à des formes beaucoup plus contemporaines. On va continuer un peu avec Marc-Olivier Valeur, directeur de la HLS Society. Vous avez étudié la philosophie et l'histoire de l'art et vous débutez votre parcours de commissaire d'exposition en 1992 au Musée des Beaux-Arts de Lausanne, puis au MAMCO de Genève. En 1995, vous cofondez le CAN, le Centre d'art de Neuchâtel, que vous dirigez pendant 6 ans. Et jusqu'en 2006, vous deviendrez ensuite le directeur du Swiss Institute de New York, puis vous serez nommé en 2006 à la direction du Palais de Tokyo. En 2012, vous créez la HLS Society, dont nous allons parler sans doute. Et vous êtes également critique d'art. À ce titre, vous contribuez à des magazines internationaux, à des publications académiques, et vous avez organisé à ce jour, je crois, plus de 500 expositions, aussi bien en tant que curateur ou directeur d'institution qu'en tant que commissaire indépendant. Et peut-être pour aller plus loin que la notion d'entreprise d'artiste, d'entreprise artiste, en ouvrant la réflexion au travail rémunéré, est-ce que ça n'est pas un axe de développement qui pourrait être intéressant? On peut penser à Gianni Motti et au Cushy Jobs, qui pourrait être un exemple assez lointain par rapport à Vermeer et Rembrandt, mais qui incarne, qui inscrit ces éléments dans la modernité. Ça c'est un... Bonsoir à tout le monde. C'est vrai que Gianni Motti, c'est un exemple intéressant parce qu'on peut parler de tous ces groupes qui, notamment dans les années 80-90, ont été très nombreux à essayer de décortiquer finalement la structure artistique. On est obligé de parler de Duchamp, ça c'est vrai, Duchamp a tout fait. Il a décortiqué la structure ontologique de l'œuvre, il l'a retournée un peu comme un gant, où son activité par son activité de choisir, ses ready-made, il a démontré finalement quels étaient les rouages à l'œuvre dans l'œuvre d'art. Il a également retourné le gant, en quelque sorte, en démontrant l'insertion de l'œuvre dans le circuit économique. On a parlé des chèques, on a parlé de la société anonyme, on a parlé aussi on n'a peut-être pas parlé, mais de ces travestissements de signature, pour compter 5 ou 6 au moins, de Rosser la vie, etc. Donc, venir après Duchamp, évidemment, c'est toujours difficile. Ce qui est intéressant avec ces artistes, c'est qu'ils se trouvent dans les années 80, décennie de la consommation. Rappelez-vous de cette frénésie du marché de l'art qui va à un moment donné s'écrouler. Mais ça a donné naissance justement à toute cette activité critique dont tu en parlais. J'ai en mémoire par exemple un artiste hollandais qui s'appelle Servas, fils de marchand de poissons, qui dit de toute façon, ça a l'air, c'est une façon de considérer l'activité d'artiste entreprise. Dit, si l'activité artistique s'apparente effectivement, comme on le voit, à une activité commerciale, à une entreprise commerciale, alors autant vendre du poisson. Et alors ils commercialisent véritablement des boîtes de conserve avec du poisson. Enfin, c'est ce que son père fait, sauf que lui, il essaye de l'écouler dans le monde de l'art. Ça paraît rigolo et burlesque ou pataphysique, mais en même temps, c'est un clin d'œil, c'est un triple clin d'œil, à Klein, à Duchamp, à Manzoni, etc. Donc on voit bien ce type de réflexion, de retourner le gant, qui est, à mon avis, très intéressante. Ça fait partie de l'activité critique. Évidemment, en tant que tel, il dépend du milieu de l'art, il dépend du système de l'art pour fonctionner. On peut citer un autre exemple de Jesus McChain, par exemple, qui essaye de fonder, sur le modèle du franchising, à la McDonald's,
une chaîne de fast-food catholique, Jesus McChain, en disant de toute façon, il n'y a pas meilleur modèle de franchising que l'Église catholique. Donc, il dit à partir de ce modèle-là, on va tous les battre. Hein, on fait un mix entre l'Église catholique et McDonald's, et là on sera les plus forts. Alors évidemment, ça n'a pas vraiment réussi, mais ça a réussi quelque part dans le monde de l'art. Enfin, tout ça pour dire que on peut réussir dans le monde de l'art avec ce type de stratégie. C'est beaucoup plus difficile de fonctionner en tant que tel, hein, à partir du monde de l'art, pour ensuite investir le monde économique. Il y a un exemple qui me paraît très intéressant, c'est celui de Gianni Motti, effectivement, où lui, en tant qu'artiste, et surtout avec sa pratique artistique un peu anticommerciale, dans les années 80, dans les années 90, on était réduit à faire l'assistant d'artiste. Il travaillait pour une galerie à Genève, et donc on l'appelait pour faire une installation de Hirschhorn, pour rectifier un peu la position d'une fusée de Sylvie Fleury, faire une peinture de Giuliano Pi, etc. Et donc il y va, il gagne sa croûte, hein, en quelque sorte, mais à chaque fois, il demande à l'artiste, innocemment, comme ça, de prendre en photo en train d'installer son œuvre. Il le fait comme ça pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'il réunit une collection assez impressionnante d'une trentaine de photos, et qui ont été donc des clichés qui ont été prises par Giuliano Pi, Borrandino, Sylvie Fleury, Leonard Mleder, etc., etc. Et là, il fait une exposition qui s'appelle Cushy Jobs. Cushy Jobs en anglais, c'est le bon truc, le job qui paye bien, hein, le job où on ne se la foule pas mais qui rapporte bien. Et on le voit à l'œuvre, donc, en train de... Et maintenant, la liste des artistes est impressionnante, hein, les meilleurs artistes sont là. Mais évidemment, il renverse, en quelque sorte, il renverse complètement le modèle économique. Il était payé au SMIC quasiment pour faire l'assistant d'artiste, et là, tout d'un coup, les gens achètent ces clichés parce que il y a le nom de l'artiste qui est là, il y a John Armleder, il y a Damien Hirst, il y a etc., etc. Et donc, c'est la première fois qu'il vend de l'art, hein, uniquement parce qu'il s'est servi, en quelque sorte, du travail des autres. Il était payé deux fois. C'est à mon exemple, un bon exemple où l'artiste réussit finalement à non pas doubler la mise, mais doubler la rémunération, le type de rémunération. Et ça, c'est un exemple qui fonctionne en tant que tel, qui fonctionne en autonomie complète, en quelque sorte. Ça fonctionne dans le système de l'art, évidemment, mais c'est un bon exemple de l'utilisation du principe de l'art qui est fondé, finalement, le principe commercial, hein, qui est fondé sur la plus-value. On n'a rien, hein, ce ne sont que des pigments jetés sur une toile, mais je pense que l'art, évidemment, aujourd'hui, plus que jamais, on a compris que ce système de plus-value dans l'art est un système indépassable. Je crois que quels que soient les autres médiums, hein, que ce soit la mode, le design, etc., on essaye de comprendre les mécanismes à l'œuvre dans l'art, les mécanismes de plus-value, pour essayer de voir si on peut les adapter ailleurs. C'est tellement efficace qu'on est obligé de prendre ça en considération. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse là-dedans, hein, on a des exemples, j'ai écrit un article il y a 18 ans, je crois, sur le rapport qui s'appelait « Rapport d'entreprise », où je m'amusais un peu à lister un peu toutes les entreprises de l'époque, hein, il y en a eu d'autres avant et d'autres après. C'est vrai que ça reste quelque chose de très actuel. C'est vrai que ça pose un regard sur la façon dont fonctionne l'art d'aujourd'hui. Et ça, à mon avis, c'est vrai que de faire un pas de côté, ou en tout cas essayer de décrypter cette machinerie, hein, à l'intérieur du système de l'art, ça donne une indication sur son ontologie, en quelque sorte. Ça, c'est vraiment très intéressant. Après, effectivement, les questions se posent.
Alors déjà, c'est vrai qu'une question, à mon avis, il y a peu d'exemples réussis d'entreprises d'artistes qui fonctionnent de manière autonome dans le marché d'entreprise. Mais est-ce que c'est important? Je ne crois pas. C'est pas là l'importance. C'est plutôt de voir comment, en démontant le système, comment customiser finalement, un peu comme une bonne moto, on peut prendre le meilleur et en construire une machine qui est encore plus efficace, mais qui démontre finalement que tous ces mécanismes peuvent fonctionner. Et ça, c'est ce qui m'intéresse. C'est au même titre que le ready-made pose de manière définitive une réponse sur l'ontologie de l'œuvre d'art, le rapport à l'entreprise, l'activité artistique et l'activité commerciale, lorsque c'est bien défini et lorsque l'artiste pose des questions justes, à mon avis, ce qui m'intéresse, c'est justement de quelle manière il démonte le système pour en révéler finalement toute sa finesse. Merci beaucoup. Alors, on a beaucoup parlé d'artistes. Je crois qu'il est temps de donner la parole à l'un d'entre eux, Benjamin Sabatier. Vous êtes artiste donc, et fondateur d'Ibeka. Vous revendiquez une étiquette intéressante, le do-it-yourself, très à la mode en ce moment, qui constitue, selon vous, je vous cite, le meilleur moyen de rematérialiser le réel. Alors, on se demandera si, effectivement, l'entreprise d'artiste a ce rôle de rematérialiser le réel. Et à l'image du slogan Be It Yourself, qui est au cœur de votre entreprise artistique, Ibeka, qui rappelle étrangement IKB, la célèbre couleur brevetée par Yves Klein, et dont le logo d'ailleurs n'est pas sans évoquer Ikea. Moi j'ai tout de suite une question qui me vient à l'esprit. J'ai envie de reprendre l'intitulé de la conversation. Quel contour pour l'entreprise d'artiste et l'appliquer à Ibeka? Quel contour pour Ibeka? Alors en fait, j'aimerais bien revenir un peu à la genèse de ce processus artistique, parce que en fait, ça va en éclairer certains points de vue. En fait, ma problématique au départ, elle était extrêmement formelle. Je travaillais beaucoup sur des problématiques liées au contexte d'exposition, au statut de l'artiste. En tout cas, j'essayais de mettre en branle un rapport de l'œuvre aux espaces et au temps qui le produit, qui peut le révéler. Et en fait, à un moment donné, donc de ces problématiques purement matérielles, c'est-à-dire au début des problématiques picturales, à savoir comment produire une œuvre picturale aujourd'hui. J'ai réalisé une œuvre in situ dans mon atelier avec des punaises colorées, qui était pour moi un peu le retrait de la figure de l'artiste, sa puissance, puisque en fait les punaises devenaient des touches industrialisées comme ça. La dimension personnelle de l'artiste disparaissait au profit d'une touche comme ça impersonnelle. Et en plus, ces produits étaient disponibles en grand nombre, avec un grand nombre de couleurs, donc une palette comme ça qui s'offrait à moi. Et je rentrais dans une sorte de pointillisme postmoderne, comme ça, avec un peu de recul un peu ironique. Et du coup, l'œuvre se réalisait in situ directement sur le mur. Alors, la première question que je me posais, dans l'atelier, c'est comment je vais pouvoir déplacer cette œuvre de l'atelier à l'espace d'exposition. Donc en fait, sur une problématique purement comme ça, formelle. Et très vite, on connaît des exemples de l'histoire de l'art qui travaillent dans des questionnements de in situ, donc le déplacement pouvait se faire à l'aide comme ça de fiches de fabrication qui permettaient de reproduire l'œuvre ailleurs. La deuxième réflexion, c'est que arrive en même temps une proposition d'exposition en galerie. Et là, je me pose la question du contexte de l'exposition simplement, mais qu'est-ce que c'est cet espace? Et puis, il s'avère qu'en fait, la galerie d'art n'est pas n'importe quel lieu. L'œuvre d'art se voit, la dimension esthétique de l'œuvre d'art se voit doublée d'une autre dimension, à savoir sa valeur commerciale. Et à partir de là, je commence à réagir et à copier en fait les fonctionnements des entreprises qui produisent de la marchandise en grand nombre, et notamment l'entreprise Ikea, qui a inventé, en tout cas mis en place ce système de paquets plats,
qui permet d'optimiser les contraintes de fabrication, de transport et de stockage de l'œuvre d'art. En fait, des contraintes, moi, qui me touchaient complètement, puisque j'avais les mêmes contraintes à l'atelier, c'est-à-dire chercher de la place pour pouvoir stocker, chercher des espaces pour pouvoir produire. Et en fait, les deux idées comme ça qui s'entrechoquaient, la proposition de l'exposition dans la galerie d'art, plus cette problématique de déplacer l'objet, j'en suis venu très vite à penser en fait l'œuvre d'art en imaginant qu'il pouvait accueillir un fonctionnement proche de la marchandise. Du coup, la dimension commerciale de l'œuvre d'art devenait un sujet de travail. Donc en fait, je ne me suis pas dit tout de suite que j'allais créer une entreprise, que l'économie était un sujet à développer pour mon travail. En fait, ce sont des contraintes comme ça, des contingences qui arrivent tout au long d'une réflexion sur des propositions de fonctionnement. Et donc du coup, j'ai créé des systèmes de montage multilingues avec des schémas de fabrication, parce que si l'œuvre est déplaçable et montable ailleurs, elle peut être aussi déléguée, le montage peut être délégué. En plus, si je mettais à distance la figure de l'artiste dans la fabrication de l'œuvre, ben oui, tout à chacun est en capacité de reproduire l'œuvre, pouvoir la fabriquer chez soi. Du coup, des systèmes de montage multilingues, essayer de faciliter au maximum le montage et créer des outils pour faciliter le montage directement dans l'espace d'exposition. Alors à partir de là, est-ce que le nom de l'artiste a un intérêt dans ce dispositif-là? Il était pour moi clair qu'il fallait mettre encore à distance en fait, le point de vue de l'artiste et peut-être augmenter l'ambiguïté entre une œuvre d'art et ce que peut être la marchandise. Et du coup remplacer mon nom par une identité comme ça, à mi-chemin entre une référence à l'histoire de l'art et une référence à l'économie globalisée. Et du coup le nom IBK est arrivé assez vite, d'ailleurs en reprenant assez rapidement l'inversion de lettres qui permettait aussi à des moments des confusions de genre avec l'IKD de Yves Klein. Et donc c'est l'International Benjaminski. Alors au départ, forcément Benjamin c'est mon prénom, mais c'était surtout Walter Benjamin et la question de la reproductibilité de l'œuvre d'art qui était en jeu en fait dans ce fonctionnement-là. Et donc je mettais à distance en fait et le geste de l'artiste et son identité. Et du coup, ce projet d'entreprise a été créé réellement à partir de cette proposition d'exposition dans un lieu particulier, c'est-à-dire un lieu marchand. Alors à partir de là, d'autres expérimentations en fait ont vu le jour, notamment une installation BHV où j'ai monté un stand pendant un mois, un stand IBK où je faisais des démonstrations de montage de kits sous forme de performance, où j'ai distribué des échantillons gratuits aux différents passants et clients qui repartent avec des produits dérivés en fait, de leur production. Et en fait, je m'aperçois au fur et à mesure en fait, des différents travaux et chantiers comme ça que j'ai mis en place. À chaque fois, le questionnement comme ça évolue, mais directement par rapport à des contraintes, par rapport à des faits, aussi des faits sociaux. Et du coup, à chaque fois, j'essaye de faire de ces contraintes en fait, des forces et des moteurs de la production artistique. Alors, par rapport à d'autres camarades qui sont ici, comme par exemple Bernard Bonon, qui est une sorte de radicalité dans leur proposition, je reste artiste, j'ai une production diverse et variée, et en fait IBK fait une œuvre en particulier dans mon parcours, et en fait je m'aperçois que même encore aujourd'hui, certaines notions et concepts abordés à l'intérieur de ce questionnement de la création d'IBK continuent à travailler ma production petit à petit. Alors le rapport au travail quantitatif, au packaging, au contenu, à la dimension de stockabilité, de transportabilité de l'œuvre, en fait des données qui sont qu'on partage, nous les artistes, et aussi les entreprises, et peut-être tout le monde en fait. Et en fait ces contraintes-là deviennent des moteurs de la production, et en tout cas des moteurs pour moi de réflexion. Et chaque tentative, chaque nouvelle proposition, en fait, sont un peu pour moi des manifestes, c'est un peu ma position d'essayer de comprendre le fonctionnement de l'œuvre d'art, mon propre fonctionnement aussi à travers les différentes propositions qui me sont faites. Et du coup, à chaque fois, j'ai l'impression d'être complètement dans l'expérimentation et d'être aussi dans l'apprentissage, à savoir qu'il faut un savoir. Que chaque production est une manière de grandir aussi, de réfléchir l'œuvre d'art, en tout cas d'apporter de l'eau au moulin de ma réflexion. Voilà.
Oui, ça peut être peut-être pour faire le lien entre ce que Benjamin vient de nous dire, de nous expliquer et l'exposition. Qu'est-ce qu'il a de particulier, de singulier, et qu'est-ce qui est commun avec d'autres artistes dans son travail? Ce que Benjamin vient d'expliquer de manière très juste, c'est je pense que tous les artistes qui sont présents ici sont vraiment à cette frontière entre l'art et l'économie, et on est toujours très près de basculer dans un côté ou de l'autre, et on ne sait jamais très bien sur quelle sphère ils sont en train d'agir, et en fait ils agissent dans une sphère et dans l'autre en même temps. C'est ça qui est tout à fait intéressant. Parce qu'on peut revenir sur cette notion de kit, par exemple. Moi, ce qui m'intéresse dans ta façon de présenter les kits, c'est que tu les sors en 3 exemplaires à chaque fois. Donc à la fois, tu casses les codes du mode opératoire qu'on retrouve dans le marché de l'art, et en même temps, tu n'es pas non plus complètement dans le code purement industriel. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une sorte de flirt entre les deux, et c'est là où la pertinence me semble vraiment plus efficiente. C'est-à-dire que s'ils produisaient à 5000 exemplaires, ça n'aurait pas la même force. Et donc je pense qu'on a un petit peu la même chose pour tous les artistes qui sont présents ici. Et Bernard Brunon, on en parlait aussi tout à l'heure, il a basculé vraiment du côté du mode opératoire, vraiment du peintre en bâtiment. Mais en même temps, il se situe quand même toujours dans ces 2 sphères. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il est surtout connu comme peintre en bâtiment, et en France, il est surtout connu comme artiste conceptuel. Et lui, il agit, pour lui, il est les 2 à la fois. Et c'est ça que je pense qu'on peut retrouver chez tous les artistes ici. Peut-être tu peux rajouter une explication. En fait, je pense que, par exemple, pour l'exemple du kit, j'aurais très bien pu limiter en beaucoup plus d'exemplaires. En fait, la question m'importait peu. J'avais l'impression que comme l'objet était reproductible, que deux exemplaires étaient insuffisants, on avait l'impression d'avoir l'œuvre à son double, et à 3, on commençait déjà à être dans une logique comme ça de reproduction. En fait, le concept m'intéresse plus que la réalité, et le fait que chaque kit soit à 3 exemplaires, je trouvais que c'était déjà un principe de reproductibilité presque infini. Alors à partir de là, je préférais varier, en tout cas dans cette perspective, les motifs, plutôt que d'augmenter la dimension de production, puisqu'elle était déjà présente intrinsèquement dans tout le fonctionnement. Voilà. Et après ça, ce qui est intéressant, c'est de voir comment le marché de l'art, à son tour, va récupérer ce type de production. Et tu disais, par exemple, que tu as beaucoup de collectionneurs qui en achètent en 2 exemplaires. Un exemplaire qu'ils gardent fermé, parce que là, c'est collector, et peut-être ça va prendre de la valeur, et un exemplaire qu'ils vont mettre sur le mur, parce que ça les intéresse de jouer le rapport à l'œuvre participative. Donc c'est intéressant de voir ça. Oui, parce qu'en fait, en elle-même, elle porte une sorte d'ambiguïté, c'est-à-dire que l'œuvre qu'on va voir, qui va déclencher un peu l'acte d'achat, ça va être l'objet pictural accroché au mur. Par contre, il se retrouve avec une boîte, comme tout collectionneur même de jouets, est-ce qu'on va ouvrir la boîte, utiliser les outils de fabrication, essayer d'entamer en fait l'objet originel. Du coup, il y a une ambiguïté. Est-ce que je passe à l'action? Est-ce que je profite de la délectation de cet objet pictural, décoratif, accroché au mur, ou est-ce que je garde le concept en potentialité? En fait, la question elle se pose. Donc c'est vrai que beaucoup de collectionneurs ont acheté 2 exemplaires, mais en fait le prix de l'œuvre était tellement bas qu'ils pouvaient se permettre aussi. Mais du coup, ça leur permettait aussi d'en faire fabriquer une, ou de le fabriquer eux-mêmes, et l'autre de le garder dans l'état d'origine. Mais ça, je pense que c'est pas, c'est lié à la question de la collection d'une manière générale, et pas simplement à la question de la collection d'art. Le collectionneur de jouets préférera toujours que l'objet soit immaculé, que la boîte soit intouchée, inviolée. Donc ça participe aussi de cette mystification. Voilà. Et en fait, l'ambiguïté du kit, il était pour moi assez critique dans cette dimension-là. C'est-à-dire que je pars d'une dimension formelle, puis en fait, au fur et à mesure des réflexions, la dimension formelle, elle passe de côté, elle devient simplement un des éléments du processus. Et plus je m'intéresse à la fabrication et tout le marketing, parce qu'en fait, ce que j'ai travaillé en fait, dans la dimension d'IBK, c'est le cadre, tout ce qui entoure l'œuvre, l'espace d'exposition qui est devenu un espace marchand qui a assumé en tant que tel le prix de l'œuvre, la façon de l'exposer, des boîtes installées partout. Le collectionneur pouvait directement partir de l'exposition avec une boîte, une œuvre sous le bras. Ça c'était en 2003. Et voilà, en fait, pour
pour moi, c'est aussi une compréhension de ce que peut être l'œuvre d'art en tant que produit marchand, vu qu'en plus, je ne l'avais jamais vécu. Donc, d'un coup, ça devenait une expérimentation, une découverte aussi pour moi. D'ailleurs, ce champ de la question de l'économie de Yves Klein, de Duchamp, j'en connaissais quelques histoires, mais c'est simplement à un moment donné, quand on met le doigt dessus, qu'on commence à s'y intéresser, défricher le terrain, de voir les entreprises et les tentatives qui ont été initiées à travers l'histoire. Donc à partir de là, on a un conseil d'approprie qui fait partie aussi de cette histoire-là. Oui, moi j'aurais une question pour Paul et Marc-Olivier. À partir peut-être de l'exemple de Benjamin ou d'autres que vous avez l'un et l'autre en tête, voilà, c'est la question de notre débat, c'est qu'est-ce que ça définit, qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça détermine comme contour pour l'entreprise d'artiste. Comme tu veux, mon cher. Je sentais que tout à l'heure, non, on sentait beaucoup de respect pour Marc-Olivier, j'ai souvent accompagné dans ces multiples expositions. Donc je ne vais pas te voler la parole. Vas-y. Non, mais si tu brûles... Vous savez que pour un modérateur, cet enthousiasme fait vraiment plaisir. C'est pas toujours le cas. Il y a un caractère ici, c'est le respect mutuel. Je veux dire qu'on se connaît, et, bon, on se respecte tous, je pense qu'on a... c'est mieux comme ça. Alors ce que je vais dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est que derrière l'expérience qui est menée ici par Benjamin Sabatier, il y a un constat, celui de l'autonomie. Et c'est quelque chose qui n'a pas été acquis facilement, ni de haute lutte. C'est-à-dire qu'on voit que l'artiste fait sa petite entreprise. D'une certaine manière, c'est exactement ça. Il est, au fond, l'équivalent de ce que les romantiques cherchaient quand ils désignaient la fonction de l'artiste en parlant de génialité, comme disait Schelling, par exemple, ou même Hegel, quelqu'un qui disait l'artiste n'est pas quelqu'un comme la norme des gens, puisqu'il se représente le monde deux fois. Il se représente comme tout un chacun et il le représente en plus. Donc, il est génial. Il y a une dimension géniale qui faisait dire l'artiste, c'est le créateur, c'est le Schöpfer. Sauf que bon, c'est le créateur avec un petit c, on pourrait dire maintenant, par rapport à Dieu, créateur avec un grand c. Alors, ce qui est intéressant dans cette démarche, je trouve, c'est que dans l'autonomie dont tu fais preuve dans ton travail, comme d'autres d'ailleurs, on voit qu'il y a tout un chemin qui a été parcouru, qui est un chemin on pourrait dire de libération. Alors que longtemps, on parlait de Courbet par exemple tout à l'heure, même encore Duchamp, il y a réellement une aliénation de l'artiste à l'économie, au monde économique. Il faut rappeler ici d'un point de vue historique que les artistes comme toi, comme Jean-Baptiste Farkas par exemple, ou tous ces artistes entrepreneurs, ou Stevenard par exemple, l'artiste à tout faire, il peut venir tomber votre pelouse chez vous, enfin bon voilà, vous avez des prestations sur demande. Ces artistes qui font leur petite entreprise, finalement, ont dû acquérir une autonomie, une indépendance, et ça ne s'est pas fait tout seul. Je voudrais rappeler d'abord ici, beaucoup d'artistes modernes ont été tentés par la destruction. Il y a eu une volonté de la destruction économique. Je pense à Gustav Metzger, par exemple, cet artiste anglais qui a créé le destructive art dans les années 60. C'était extrêmement important. C'était une manière pour lui de signifier que si le capitalisme, c'était la construction, l'élaboration de la valeur par la matière, eh bien l'art, c'était finalement à contre-pied la destruction de la valeur matière. On voit ici un lien d'interdépendance très fort entre les deux. L'artiste est dépendant, en quelque sorte, du contexte dans lequel il vit. Bon. Également, une expérience intéressante. Moi, je m'étais vraiment passionné pour cette expérience en écrivant ce livre il y a plus d'une dizaine d'années maintenant sur l'art dit contextuel, c'est-à-dire les artistes qui agissent en contexte réel en fonction du contexte. C'est une expérience britannique de donc Barbara Steveny et John Lassam, c'est un couple britannique, qui s'appelait l'Artist Placement Group, APG, l'Artist Placement Group. Là encore, c'est intéressant, parce qu'on voit que dans ce cas-là, l'artiste ne crée pas sa petite entreprise. Pourquoi? Parce que ce sont deux artistes qui créent un collectif, ils seront bientôt 13, entre 1969, je crois, et 1981. Et ce collectif a une vocation, c'est de faire intégrer des artistes dans le monde réel de l'économie. Voilà, c'est-à-dire, vous allez au Poste britannique, vous allez à British Rail, vous allez dans les mines, le National Coal Board, et vous dites, voilà, il vous manque un artiste. Dans une entreprise, il faut avoir un artiste. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui va dynamiser, qui va changer le regard des gens, qui va apporter une autre économie symbolique, justement, et qui va sans doute donner un supplément d'âme. Tu parlais du supplément d'âme tout à l'heure.
espèce de supplément symbolique, cette plus-value, donc à l'univers très très froid de la matière. Ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entrepreneurs disaient, mais on ne voit pas pourquoi on devrait prendre des artistes, on veut bien, mais pourquoi on devrait les payer? Il y a quelque chose qui n'était pas admis, c'est que finalement, le travail de l'artiste, même dans le milieu capitaliste, dans le milieu de la production, il n'était pas admis aisément, il ne l'a pas été in fine, que l'artiste soit quelqu'un qui puisse être payé. Parce que par définition, la monnaie de l'artiste, c'est la monnaie de l'absolu, et donc l'absolu, ça ne se convertit pas en espèces sonnantes et trébuchantes. Alors, pour finir, je dirais que le travail qui est celui de Benjamin me paraît tout à fait dans la logique d'un nouvel axe qui va être pris, je pense, avec Warhol, par exemple, à travers la constitution de la factory, dont je pense beaucoup d'entre vous ont entendu parler. De quoi s'agit-il? Il s'agit pour Andy Warhol, à partir des années 70, de créer une unité de production, la factory, qui est véritablement un atelier à l'ancienne, comme un atelier d'art, mais qui est essentiellement aussi une entreprise. Alors c'est tout à fait surprenant de voir que deux choses. Warhol est quelqu'un qui va faire des do-it-yourself. Vous savez qu'il a fait ces fameuses peintures avec des numéros. Comme ça, il suffisait que les gens achètent la peinture et relient les numéros pour avoir l'image. Personne n'a jamais osé y toucher. C'est très intéressant. Je me suis toujours demandé pourquoi les gens n'avaient pas osé. C'est la sacralisation de l'œuvre d'art conventionnelle. Warhol leur présente une œuvre d'art non conventionnelle. Il reste avec cette notion d'objet d'œuvre, d'objet d'art, bon, qu'on voit aujourd'hui, qui est si tragique au fond. C'est très difficile d'être un artiste comme tu l'es, je trouve, parce que la plupart des gens ne s'intéressent qu'aux objets. C'est-à-dire, in fine, la vie de l'artiste, ses représentations du monde, même ses tragédies intimes, ça se transforme en objet sur une cheminée ou le long d'un mur, dans un intérieur bourgeois. Warhol, la factory. Deuxième exemple, ce sont les portraits. Tu parlais du nombre de multiplication. C'est ce que Warhol a fait. C'est quelqu'un qui lâchait des représentants à New York, aux États-Unis, en disant voilà, c'est pas compliqué, vous trouvez n'importe qui a du fric, un portrait de Warhol c'est 25 000 $, si vous trouvez quelqu'un, vous gardez 5 000 $. Voilà. Et c'est comme ça que finalement, vous avez les premiers portraits Marilyn, la photo dans le film d'Otto Preminger, la rivière sans retour. Bon, Mao Tse-tung, Joseph Beuys, Liza Minnelli, ça va encore. Puis après, vous en avez plus de 120 comme ça derrière, de gens dont on n'a jamais entendu parler, on ne sait pas qui c'est, mais qui ont quand même leur portrait par en devant. Alors ça, c'est l'autonomie, c'est la conquête de l'autonomie. Et je pensais justement, je prenais quelques notes d'artistes, je me disais qu'au fond, tu posais une question tout à l'heure, tu sais, que ça marche ou non, que ce soit opérationnel ou pas, aucune espèce d'importance. Pourquoi? Parce qu'un artiste qui travaille en faisant sa petite entreprise peut gagner de l'argent avec, par son travail, mais il peut aussi, même s'il n'en gagne pas, profiter du système dans lequel il travaille. Je prends l'exemple très puissant de Santiago Sierra. C'est un artiste espagnol qui vit et travaille entre Madrid et Mexico. Santiago Sierra a mis au point une technique qu'il appelle l'esthética remunerada, l'esthétique rémunérée. Pour lui, c'est pas compliqué. Toutes les œuvres qu'il réalise, eh bien, sont réalisées par des gens, donc avec lesquels, au moyen desquels, j'ai envie de dire, sont quasiment des instruments, au moyen desquels il réalise des œuvres qui sont réellement des œuvres plastiques, toujours en relation avec la question de la modernité, la ligne, par exemple, le land art. Bon, mais qu'est-ce qu'il fait? Il prend des personnes et il les paye pour se faire. Voilà, par exemple, la ligne, la question de la ligne qui a obsédé la modernité, eh bien, il va à Cuba, il loue les services d'une dizaine de messieurs, il les fait se déshabiller, torse nu, mettre le dos, il prend une machine à tatouer et il trace une ligne comme ça sur leur dos. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est qu'au fond, l'autonomie peut être analysée, l'autonomie dont tu fais preuve, toi, de deux façons. Soit comme une défaite des relations avec le monde réel, le monde matériel, défaite qui est, je crois, consacrée par l'histoire de l'art, soit comme une victoire qui affirme que le fait que l'artiste, au fond, il peut créer librement, même quand il prend la position d'un entrepreneur. Alors, que l'on pense défaite ou victoire, alors j'ai envie de dire, c'est à chacun de voir, chacun fera en quelque sorte son opinion. Il y a des gens qui seront évidemment du côté de la défaite parce qu'ils diront, et finalement ça prouve que la position de l'artiste est irréductible au monde de la production, il est inassimilable, et d'autres qui au contraire se réjouiront que l'artiste soit inassimilable. C'est plutôt d'ailleurs ma position.
Encore que, ça dépend des jours. Bon, je suis un peu long, Marc-Olivier. Très bien. Effectivement, pour rebondir. Non, je pense que ça c'est vraiment très intéressant, on est au cœur, à mon avis, du sujet. Cette idée de l'échec ou de la réussite, c'est vrai que c'est un échec du point de vue, si on pense, est-ce qu'une entreprise artistique va réussir au monde du commerce? Non. Il y a beaucoup trop d'échecs pour penser le contraire. Je crois par contre, dans la réussite, ce qui est intéressant, c'est justement cette idée de liberté. Moi, c'est ce qui me fascine finalement. On peut réfléchir sur l'inscription de l'art dans le monde du commerce, ça c'est une chose, mais c'est souvent fait de manière un peu détournée, de manière un peu pataphysique. On prend l'exemple d'Ingold Airlines. Ray Ingold, un artiste suisse, a toujours rêvé d'être un pilote de ligne. Il n'a pas pu le faire, mais il va réaliser son rêve grâce à l'art. Alors, on peut prendre un exemple, juste avant de revenir à Ray Ingold, comme Roman Sidney, qu'on connaît tous, il n'a rien à voir avec l'entreprise, mais lui, son rêve, finalement, c'est un rêve d'enfant, c'est un rêve de jouets, il construit des jouets, il a avec sa télécommande, son hélicoptère, ses feux d'artifice, etc. Il faut le connaître et il faut le voir à l'œuvre pour réaliser cette espèce de plaisir enfantin qu'il a à jouer avec les matériaux, avec les objets qu'il transforme en œuvre d'art. C'est un peu la même chose avec Ray Ingold, je vous parlais de ce plaisir de l'aviation. Alors lui, tout simplement, donc il a fondé sa propre compagnie, Ingold Airlines. Évidemment, il est une compagnie qui n'a pas d'avion, malheureusement, mais il est quand même présent, et ça, je pense que c'est très intéressant ce que tu as dit, sur la double activité. Il est présent autant dans les foires de l'art que dans les foires aéronautiques. Et dans les foires aéronautiques, il est là, très sérieux, avec ses prospectus, ses vidéos, on voit les avions dictés de Ingold Airlines, il en parle, il y a un narratif extraordinaire, il fait rêver tous les gens, tout le monde a envie de s'embarquer dans ces avions. Mais on s'embarque évidemment dans une autre histoire, qui est peut-être plus belle, qui est plus, je dirais, qui est plus romantique quelque part. En tout cas, moi, ce qui me passionne, c'est justement cette faculté que n'a pas l'entreprise, mais que me permet l'art, que n'a pas l'entreprise, que n'aurait pas plutôt l'entreprise, car on constate justement, c'est ça qui est passionnant, au contact de l'art, l'entreprise a commencé à changer en quelque sorte. En changer en quoi, j'y viens tout de suite, c'est justement cette fameuse logique qui régit quand même toutes nos activités, cette logique qui est celle qu'on nous apprend tout petit, une logique sélective. C'est ceci ou cela. On ne peut pas faire les deux, c'est blanc ou noir, il faut choisir. Ça a du bon parce que le cerveau, qui est une soupe de neurones, de connexions, etc. Finalement, il ne faut pas devenir complètement schizophrénique, est obligé de se structurer, donc de faire des choix. Mais ce qui régit le monde de l'art, c'est justement, c'est pas cette logique sélective, c'est une autre logique, la logique additionnelle. C'est ceci et encore ceci. Et d'ailleurs, c'est ce qui régit le système des interprétations. C'est ce qui, à mon avis, je reviens de nouveau à l'ontologie, c'est ce qui fonde l'ontologie de l'œuvre d'art. C'est qu'une œuvre, si une œuvre a une ou deux interprétations, ça reste un objet ordinaire. 3 ou 4, ça devient un objet de design. 5 ou 6, ça commence à devenir une œuvre d'art. 8 ou 9, ça commence à devenir intéressant. Un peu grossier comme ça, mais en gros, c'est ce qui se passe. Et donc, s'il y a 5 ou 6 ou 8 ou 10 interprétations, c'est ceci, et c'est une sorte de neutralité finalement ontologique de nos interprétations qui fait que pas tout se vaut, mais il y a des choix à faire, mais en tout cas, ces choix peuvent être concomitants. Ça marche dans l'œuvre d'art, on le sait très bien que dans les mathématiques, il n'y a pas une solution au détriment d'une autre, il y a des solutions qui sont plus ou moins utiles.
Ça, on le sait depuis très longtemps. Mais c'est vrai que dans le monde économique, le monde économique est régi encore selon cette logique sélective. Et de manière assez intéressante, il me semble que de plus en plus, dans la communication, dans le marketing, même dans la façon de concevoir un projet, dans le monde de l'entreprise, on en vient à considérer les bienfaits de cette logique additionnelle. Donc on le voit, des faits d'un certain point de vue, en tout cas évidemment une entreprise artistique va fonctionner de manière très, je dirais un peu, on ralentit ou pas du tout dans le monde économique, mais succès complet de par la liberté de l'artiste qui a su imposer cette logique, cette sélective, qui de plus en plus est à l'œuvre dans le monde économique. Il y a quelque chose là de très intéressant dans cette idée d'additionner plutôt que de retrancher. Moi, ça me fait penser à Sainte Thérèse de Lisieux. Quand on lui posait la question de savoir ce qu'elle voulait faire, elle répondait « je choisis tout ». Voilà. Et c'est ça, je choisis tout. C'est un slogan. C'est un slogan, ça y est. Il va falloir le... Voilà. Après, il faut le gérer. Faut le gérer. Donc, si nous préparons des t-shirts « je choisis tout » ce soir. Voilà. Je veux tout. Bon, eh bien, écoutez, c'est terrible parce que vous voyez bien que là, justement, l'infini des possibles s'ouvre à nous, mais on est obligé de conclure par quelques questions. Et donc, un petit peu d'espace pour quelques questions, malheureusement, mais ensuite, il y aura une discussion de toute façon. Ah, je crois que Yann veut s'exprimer. Alors, j'avais... Attends, prends le micro. Il y a énormément de questions à poser, évidemment. Je reviens à l'intitulé « Quel contour à l'entreprise d'artiste ?» Dans cette question, moi je vois déjà plusieurs questions. Quel contour à l'entreprise? Quel contour à l'artiste? Quel contour à l'entreprise d'artiste? Alors je m'explique. L'entreprise en tant que telle, évidemment, c'est aujourd'hui le vecteur, je dirais, de la société capitaliste et c'est l'entité qui développe aujourd'hui la société dans laquelle nous vivons. Donc ce n'est plus l'État qui déploie une politique, mais c'est l'entreprise. L'artiste dans ce monde, évidemment, a certains contours, mais ce sont des contours qui s'inscrivent dans un milieu. La question que je me pose, à travers donc, la notion d'entreprise artiste, que nous nous posons aussi depuis 2006, on avait évoqué tout à l'heure l'importance du fait que l'artiste s'institutionnalise quelque part lui-même, s'autonomise dans un rapport à sa pratique. Nous mettons en place depuis 2006 à l'université, donc à l'université dans un lieu où eh bien, on se pose la question d'autrui, on se pose la question du devenir d'autrui, c'est-à-dire un lieu où on se pose la question aussi du rapport à la société, pas seulement le rapport au monde de l'art, mais aussi la question d'autrui. Qui a accès aujourd'hui à l'art? À l'université, toute personne qui a le bac. Dans le cadre des écoles, ce sont des personnes qui sont sélectionnées, qui vont aller s'inscrire dans un monde artistique. Donc c'est intéressant de voir quels sont les contours aujourd'hui du statut de l'artiste et quels sont les contours aujourd'hui de l'individu. L'artiste entrepreneur qui pourrait régir l'entreprise artiste est quelqu'un qui, de la même manière que Bernard Brunon, est en capacité de développer une valeur symbolique. Mais il a aussi la capacité de développer une valeur économique. Dana Wise, elle a prouvé avec ses 800 points de vente dans le monde entier, elle vit aujourd'hui de son art et elle a créé une économie qui est débordante et en même temps se répand dans des lieux majoritairement qui ne sont pas liés au monde de l'art. Donc ce que je trouve intéressant dans ce rapport-là, c'est qu'il y a un signe aussi du point de vue des artistes. On avait posé la même question grâce à l'entrevue de Laurence Bertrand d'Orléac à une certaine époque, et puis Paul aussi l'a posé. Je crois que cette question-là, à un certain moment, de la réalité de ces entreprises artistes, ne s'évoquait pas sous un angle qui positionnait l'artiste dans une continuité de la critique artiste. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à faire la passerelle entre la critique artiste qui conditionnait finalement une certaine forme, un certain devenir de l'artiste, alors ce peut être Baudelaire ou d'autres artistes qui finalement s'exprimaient à travers leur art dans un sens politique,
et en même temps les connectait à un devenir du monde. Donc tout le monde a accès à Baudelaire aujourd'hui, tout le monde peut le comprendre à travers sa poésie, mais son discours est éminemment politique, d'autre part parce que cette critique artiste existe. Donc la dimension critique de l'artiste ne pourrait-elle pas s'incarner justement à travers cette nouvelle forme d'art qui émerge depuis bien longtemps maintenant, mais qui tend à mettre en relation la notion de et non pas la notion de ou, c'est-à-dire que l'artiste est en même temps en capacité d'être un entrepreneur et en même temps en capacité de faire rêver. Et pourquoi l'entrepreneur de l'entreprise, n'aurait-il pas également la capacité en tant qu'individu de ne pas faire qu'entreprendre et capitaliser, mais aussi de pouvoir penser à la valeur d'autrui, c'est-à-dire donc de s'investir pour que le bien d'autrui puisse aussi être pris en compte. Je dis ça à un moment, évidemment, où chez les artistes, il y a aussi une notion qui intervient, je crois, assez de manière exemplaire aujourd'hui dans les pratiques. L'artiste est en capacité, en tout cas, de montrer que le monde peut se sortir de cette situation. Nous ne courons pas forcément à notre propre destruction. Mais ça demande une vision, une prise en charge collective, un travail ensemble, donc là le terme ensemble va en toucher plus d'un, mais c'est aussi donc une valeur en soi. Donc c'est la question que je pose, quel contour a la société aujourd'hui au contact de ces entreprises artistes? Alors, qui veut répondre à une question? Alors Yann, contextualiser, mais c'est bien. Peut-être Paul. Oui. Bon, une donnée quand même importante, il ne faut pas se voiler la face. Bon, Yann sait très bien de quoi il parle, mais il prêche quand même pour sa chapelle. Parce qu'il est le président. Je ne sais pas si tu l'arrêtes. Non, mais je fais partie de cette société. Non, très fort. Ouest Lumière, bon, on expliquera le cas échéant ce qu'est cette entreprise, une entreprise de production d'énergie artistique, bon, fondée à partir d'une entreprise d'énergie électrique, active anciennement à Paris au début du XXe siècle. Bon. Mais il ne faut quand même pas se voiler la face. Si on regarde ce qu'est le champ de l'art dans sa totalité, qu'on apprécie le fait ou qu'on le déplore, il est certain que les pratiques artistiques dont on parle ce soir, entrepreneuriales, ils sont extraordinairement minoritaires. Bon, je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Et elles intéressent très peu de monde. On ne peut pas dire qu'elles se soient particulièrement vulgarisées. Et alors, d'une certaine manière, ce désintérêt quand même assez général se traduit également par une désaffection économique en termes de marché. Quand on regarde ce qu'est le marché de l'art aujourd'hui, globalisé, mondialisé, ce qui s'y vend et à quelle hauteur de prix, il est clair que tout ce dont on parle ici reste en demeure à des échelles qui sont évidemment très 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 pauvres. Alors c'est une donnée qu'il faut penser, parce que c'est d'une certaine manière peut-être la donnée du 1%, ce 1% qui serait le signe de la rébellion, mais d'une rébellion finalement totalement assimilée, qui constitue une sorte de bouffonnerie. Je ne le dis pas méchamment, hein, je dis simplement l'équivalent d'une bouffonnerie, c'est-à-dire une forme de création qui dit sans doute la vérité sur ce que la création pourrait être, mais en aucune manière qui définit ou qui correspond à ce qu'elle est dans les faits. Bon, il faut faire attention à ça. La deuxième donnée, puisqu'on parle de rapport, justement, de critique artiste. Bon, le rôle de l'artiste comme celui qui peut changer le point de vue, je suis tout à fait d'accord avec ça. D'ailleurs, je vis bien parce qu'il y a des artistes, s'il cessait d'y en avoir, je ne sais pas trop ce que je ferais. Alors, néanmoins, s'il cessait d'y en avoir, ayant lu Chiapello et Boltanski, ce livre qui en filigrane infuse dans tes propos, qui a été publié il y a une dizaine d'années, déjà un peu plus, qui s'appelait, vous vous rappelez sans doute, Le Nouvel Esprit du Capitalisme, je pourrais croire que j'ai une chance parce que les entrepreneurs contemporains sont devenus, dans le monde économique, hein, le plus dur, des artistes. C'était un petit peu ça la thèse, c'est-à-dire on est rentré dans l'âge des entrepreneurs artistes. Bon, alors tous ceux qui parmi vous subissent les règles du management contemporain à l'américaine se diront, mon Dieu, l'entrepreneur artiste, c'est peut-être bien chez Chiapello et Boltanski dans les traités de sociologie à la mode, germanopratine, mais dans la réalité de la vie économique au quotidien, c'est pas tout à fait la même chose. Non, parce que le monde, c'est quand même durci, le monde de l'entreprise. Donc, je suis déçu. Et alors, je me reporte sur quoi? Je me reporte sur la capacité qu'aurait le capitalisme à esthétiser le monde. Et ça, c'est une donnée importante. L'année dernière, Gilles Lipovetsky,
Bon, je ne suis pas un fanatique de Lipovetsky, moi s'en faut, mais c'est un sociologue assez intéressant. Il a écrit un livre à 4 mains avec un collaborateur sur le capitalisme et l'esthétisation du monde. Avec l'idée que le merveilleux contemporain, aujourd'hui, était essentiellement produit par les grandes entreprises. Par les grandes entreprises qui font du chiffre d'affaires. Par les entreprises qui créent des marques. Et qui, créant des marques dans l'univers du branding, justement, vont inciter les gens à se bien vêtir, par exemple. Bon. Des entreprises qui vont faire appel à de grands architectes pour créer leurs entreprises, leurs magasins. Des entreprises qui vont faire appel à des artistes décorateurs, de nouveau instrumentalisés sur le modèle ancien de l'art. C'est l'artiste qui vient finalement décorer les palais du monde contemporain, c'est-à-dire les palais de la finance, les palais du capitalisme. Alors, je me pose la question ici. Pour voyager beaucoup, je remarque qu'en effet, le monde est de moins en moins affreux. Le monde réel, le monde matériel, il est de moins en moins affreux. Je veux dire par là qu'on a l'impression qu'en effet, un certain capitalisme s'est emparé de la fonction artistique et a plié les artistes. Mais quelque chose me fait dire, me fait ressentir que ce n'est peut-être pas tout à fait une victoire de l'art. J'ai plutôt l'impression que c'est le retour à une forme d'instrumentalisation qui nous ramène en fait à la période d'avant Courbet dont tu parlais tout à l'heure. Voilà, c'est une simple réflexion que je veux faire. Je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout été sensible aux théories de Chiapello et Boltanski. J'ai trouvé que c'était curieux, c'était des théories comme des gens qui n'avaient jamais fréquenté une usine, qui n'étaient jamais allés dans le monde du travail, qui voyaient ça de l'extérieur, avec à travers quelques entreprises, je sais pas, style Apple, Google, etc., où les gens peuvent dormir dans l'entreprise, y rester, ça c'est formidable, venir avec leurs enfants, c'est-à-dire être de parfaits esclaves de l'entreprise 24 heures sur 24, si vous simplifiez, ça revient à peu près à ça. Et je crois que beaucoup d'artistes aujourd'hui sont les complices de cette esthétisation capitaliste du monde contemporain. Voilà, c'est une remarque que je crois qu'il faut faire. Mais le constat n'est pas nouveau, parce que effectivement, ça s'amplifie quand même. L'esthétisation du monde de Serrois et de Lipovetsky apporte cette dimension-là, mais on pourrait penser à Sloterdijk et au Palais de Cristal, qui, à mon avis, est un moment très important dans l'histoire à la fois du capitalisme et de la société et des liens entre art et économie. Cette immense serre climatisée créée par Paxton pour l'exposition universelle, qui est la matrice de tout ce qu'on décrit là. Si le monde est plus ou moins affreux qu'avant, c'est parce que les malls et les non-lieux pullulent, et que cette esthétisation, dont on peut d'ailleurs discuter, effectivement, elle se produit dans un certain nombre de champs qui sont ceux du luxe, qui sont ceux de certains biens de consommation très, très spécifiques. Mais c'est vrai que là, il y a un vrai questionnement qui laisse peut-être parfois de côté les artistes, et on ne sait pas s'ils en sortent gagnants. Je ne sais pas si on a une autre question, une dernière question, parce que le temps qui nous est imparti est limité, malheureusement. Moi, j'avais une question. J'avais une question pour Benjamin. En fait, tu nous as beaucoup parlé de ton travail avec l'idée du processus et le concept de ces boîtes, mais du coup, l'œuvre, ce que tu produis à la fin, le résultat de ce concept d'œuvre en kit, finalement, ça a l'air totalement secondaire quand on parle. Comment tu choisis les motifs? Enfin, finalement, c'est peu important ou ça a quand même, c'est quand même l'œuvre? Le problème, c'est que, enfin, c'est pas un problème d'ailleurs, c'est que la première problématique, c'était une question de forme. Ouais. C'était une sorte pour moi, c'était une sorte de prolongement de la question de l'abstraction, du remplissage de la surface, voilà, et avec ces éléments industriels, on peut faire un rapprochement par rapport à la question du collage. Enfin, ça fait partie, pour moi, ça faisait partie de ma réflexion sur la peinture abstraite aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut être. Donc, forcément, comme la première réflexion est formelle, en fait, le propos c'est d'égalité petit, mais en fait, le processus il est extrêmement en place au départ. Et les formes issues des différents fonctionnements, ils rappellent trait pour trait des formes déjà établies dans l'histoire de l'art, dans l'histoire du XXe siècle, sur les motifs abstraits. C'était pas à moi pour cette faire en jeu, mais ça rejoint aussi la question du logo d'entreprise, parce qu'en fait c'est aussi un entre-deux. Voilà, ces logos d'entreprise qui sont inspirés de l'histoire de l'esthétique de la peinture abstraite, et du coup c'était aussi une sorte de juste retour des choses, mais au départ complètement inconscient. Enfin, je ne me posais pas du tout ces questions économiques. En fait, ce sont des contingences extérieures qui me
m'ont amené à ces réflexions sur la question de la reproductibilité, la délégation, la question de l'économie, du coup, qui sont devenues centrales à un moment donné dans ma pratique. Qui sont moins aujourd'hui, mes positions ont changé, mais en tout cas, ce système IBK est assez construit, presque indépassable, en tout cas dans mon propre champ d'expérimentation. C'est quelque chose d'assez fermé en fait. Là, l'exposition, c'est à un moment donné l'occasion de reproduire ce geste, tu vois, qui a quand même plus de 10 ans. Voilà, je suis très content d'ailleurs, parce que j'y trouve du plaisir en fait, de retourner un peu dans ces sphères-là. Mais au départ, bon, c'était cette surface avec ces punaises décollées, répétées, extrêmement, ces processus extrêmement construits qui créent des surfaces flottantes avec des ombres portées, avec une dimension un peu opaque. Enfin, tout ça, ça fait partie de mes problématiques voilà, d'artistes. Et voilà, en fait, on voit comment les propositions peuvent se déplacer. La problématique au départ n'était jamais de me poser la question de cette économie, en fait. Mais peut-être que, comme disait Paul tout à l'heure, oui, bah, on est à un moment donné enfermé par ces problématiques et qui sont centrales, en fait, dans la production. Sur la question, tout à l'heure, je parlais de la stockabilité, le transport. J'avais pas d'argent, j'avais un petit espace, comment je peux produire une exposition dans une galerie, dans un petit espace, comment je vais faire, voilà, pour des problématiques matérielles. Et la réponse à ces problématiques m'ont engagé sur des processus, oui, économiques, en tout cas, qui étaient déjà en place autour de moi dans d'autres sphères. C'est une sorte d'appropriation aussi, mais en tout cas qui a réglé mes problèmes. Super, merci. Merci beaucoup. Je crois que là, on va clore nos échanges, mais on va les continuer autour d'un synthétique café. En tout cas, je tiens à remercier tous nos intervenants. Merci beaucoup. Un grand merci. Je voudrais simplement, avant qu'on continue à discuter autour d'un verre, annoncer la conversation de la semaine prochaine, qui est mardi 18 mars, mardi prochain, et qui s'intitule « L'artiste peut-il être un prestataire de service ?» avec Martial Poisson, Sarah Rosem, qui est une des artistes de l'exposition qui est là ce soir, Sylvain Soussan, qui est aussi un des artistes de l'exposition, Agnès Violo, et le tout sous la modération de Isabelle de Maison Rouge. Merci beaucoup.